Donc, du coup, c'est à Igor 2. Tu peux dire son nom peut-être. Les papes, ils sont bien les noms comme ça. Oui, c'est vrai. Attention, tu commences mal là. Il va donc nous présenter. Alors Igor 2, c'est quoi son nom? Donc Igor Zabikei, je suis secrétaire de la Fédération de Paris du Parti communiste. Non, mais je suis aussi membre de l'exécutif national en charge du projet, donc ça tombe bien puisque c'est le sujet de l'après-midi. C'est le sujet du jour. Après, un sujet très intéressant ce matin parce que je reviendrai un peu dessus sur la question de l'État et des pouvoirs. Évidemment, c'est une question qui est aussi à la fois autour du projet communiste et des défis à relever. Alors d'abord, je remercie Raphaël puis l'équipe de la Fédé d'avoir pris l'initiative de cet après-midi. Je veux dire d'abord, parce qu'on est en période de congrès quand même, quelques mots sur le contexte. Les moments de débat des communistes dans les mois qui viennent vont être décisifs à la réussite du congrès. Et ce moment en fait partie. Vous savez que l'Assemblée nationale des animateurs de section de novembre dernier a fixé une feuille de route qui a été actée par le Conseil national, différente des précédents congrès, avec une préparation du congrès qui est différente pour ce congrès extraordinaire. Différente d'abord au regard de l'objectif, puisqu'il s'agit de faire notre propre révolution. C'est quand même un objectif élevé, donc ça veut dire, je pense, une implication importante pour le réaliser. Faire notre révolution, c'est redéfinir les objectifs du Parti communiste dans la société française et les transformations à opérer pour le hisser à la hauteur des défis de la période. Et différente aussi au regard de la méthode, puisque il y a eu une large consultation des adhérents qui a débouché sur des priorités, il y a des chantiers de travail qui ont été ouverts, adossés à une plateforme numérique. Tout ça visant la constitution d'une base commune qui s'appuie sur la réflexion et sur les propositions le plus largement possible, à la fois des contributions individuelles et collectives, avant même l'élaboration de la base commune. Je pense que c'est important parce qu'il faut qu'on arrive à faire aussi que la base commune proposée par le Conseil national soit pas seulement la base commune proposée par la direction, mais qu'elle s'appuie déjà sur toute une réflexion dans le parti. Alors, partout en France et ici, je crois qu'il faut qu'on engage donc un dialogue exigeant, pas fuir la contradiction, les désaccords. Moi, je pense qu'on a besoin de débats politiques sur les questions clés. Il ne faut pas qu'on hésite à mener ce débat-là, sans pour autant une tendance qu'on déprécie, justement, céder aux tendances qui parfois corsettent le débat et ne nous permettent pas de se déployer. Alors là, l'enjeu, c'est de parler du projet communiste et des défis qu'il y a à relever. Je vais donc faire deux parties, une sur le projet communiste, où on en est aujourd'hui de la définition du projet communiste, non pas en vous faisant la liste, même si je vais en citer beaucoup, de nos propositions, mais en essayant de montrer la cohérence de ce projet politique, en tout cas la cohérence actuelle, et réfléchir à comment on peut la faire évoluer, l'améliorer encore dans les années à venir et avec ce congrès. Alors, donc je vais évidemment pas tout traiter, notamment sur les propositions, je le dis en amont, j'aborderai pas tous les sujets du projet communiste, mais je vais essayer, dans sa cohérence, d'en donner le maximum à travers mon temps. Donc, premier élément de cohérence, premier axe décisif, à mon avis, du projet communiste, c'est de dépasser le marché du travail et le salariat et de construire un nouveau mode de développement social et écologique. On voit qu'au nom de la rentabilité, le capitalisme détruit la planète et impose la guerre de tous contre tous. Nous voulons, nous communistes, donner d'autres objectifs à notre économie et à notre société, à savoir principalement l'émancipation humaine plutôt que la croissance infinie des profits. Et pour ça, nous voulons dépasser le marché du travail et le salariat, c'est un premier axe, et construire un nouveau mode de développement social et écologique. Alors, dépasser le marché du travail et le salariat, c'est notamment ce qui nous a conduit à faire la proposition d'une sécurisation de l'emploi et de la formation, dont vous connaissez l'objectif, qui est de permettre tout au long de la vie d'alterner à chaque personne période d'emploi et période de formation dans une continuité de revenus et de droits, et donc d'éradiquer complètement le chômage qui est aujourd'hui utilisé par le système capitaliste pour faire pression sur l'ensemble des droits des travailleurs. Alors,
ça passe dans cette proposition notamment par une convention de sécurisation dès l'entrée de la vie active, par un nouveau service public de l'emploi et de la formation, de la formation initiale et continue, parce que évidemment, un des défis, c'est d'être à la hauteur des transformations qui sont issues de la révolution informationnelle, et on voit bien aujourd'hui que pour ça, on a besoin d'une formation qui nous permette d'être de plus en plus formés, de plus en plus qualifiés pour répondre aux enjeux des transformations de l'emploi. Alors cette proposition, elle s'appuie aussi sur un système de définition des priorités par l'ensemble de la collectivité des travailleurs, à travers des conférences régionales, ce qui est du niveau local, et des conférences nationales qui sont basées sur des fonds gérés démocratiquement et qui permettent de faire porter la priorité sur des emplois qui sont des emplois de qualité et aussi qui répondent évidemment aux besoins sociaux et aux exigences écologiques. Alors, cette proposition, elle permet aussi de s'attaquer à la question de la propriété. Il y a d'ailleurs tout un passage de la proposition, quand on vient sur la définition de l'entreprise et de sa gestion telle qu'on l'imagine, qui dit, je vous le cite, « La loi détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs exercent un pouvoir de décision dans la gestion collective des entreprises et dans la détermination collective des collectifs de travail, sans que le droit de propriété ne puisse primer. » Donc on voit bien un changement radical par rapport au fonctionnement actuel du marché du travail, avec l'objectif de le dépasser. Cette proposition, elle est évidemment en lien, parce que c'est une sorte d'extension de la logique de sécurisation sociale, aussi avec un développement de la protection sociale, développement sur évidemment toutes les branches, en particulier la maladie avec cette proposition de 100% de prise en charge à 100%, le droit à la retraite à 60 ans, mais surtout une réforme du financement de la protection sociale, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il est très profondément affaibli par les exonérations de cotisations sociales patronales, notamment, et l'objectif, ce serait de moduler les cotisations patronales, justement en fonction de la politique d'emploi qui est menée, selon qu'elle est créatrice ou non d'emplois et d'emplois de qualité, selon qu'elle permet de satisfaire un certain nombre de critères sociaux ou écologiques. Donc premier axe, cette idée de dépassement du marché du travail et du salariat par une sécurisation de l'emploi et de la formation. Deuxième axe, je le disais, construire un nouveau mode de production sociale et écologique. C'est évidemment décisif, et dans l'état actuel du projet, on pense que ça nécessite de faire le choix de nationalisation sous contrôle démocratique. Pourquoi sous contrôle démocratique? Sous contrôle démocratique, évidemment, c'est sous contrôle des travailleurs, mais aussi des usagers de manière générale. Pourquoi? Parce que, évidemment, on peut nationaliser, et on en a fait l'expérience dans notre pays, sans que les critères de gestion privée ne soient combattus. D'ailleurs, l'État aujourd'hui a des participations dans tout un tas d'entreprises. Cela dit, on constate qu'il est dans ces entreprises, il agit dans ces entreprises comme un actionnaire privé. Donc c'est pour ça qu'on a évolué de ce point de vue-là sur le type de gestion et le type de nationalisation à proposer. L'objectif de ces nationalisations, c'est de répondre aux besoins sociaux pour constituer des groupes industriels publics, notamment dans des secteurs stratégiques. On voit, puisque c'est un cas d'actualité, la nationalisation d'entreprises comme Alstom, par exemple. Là, on est sur des questions clés, liées en plus aux questions d'actualité à la question du ferroviaire. Il n'y a pas de ferroviaire sans une industrie comme Alstom aujourd'hui, donc pas de service public du ferroviaire, pas de réponse aux besoins de mobilité sans une entreprise comme celle-là. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une absorption qui est proposée avec Siemens, il y a un risque considérable que l'indépendance de la France sur cette question-là, sur la métallurgie, nous échappe. Donc, il y a la nécessité de nationalisation d'entreprises comme Alstom pour éviter que le potentiel productif de ces entreprises et que leurs salariés soient sacrifiés à la finance. C'est pour ça que dans notre projet, on propose d'ailleurs d'élaborer un plan de développement sur une vingtaine de filières qu'on considère comme stratégiques dans l'industrie.
C'est des filières qui touchent à l'énergie, avec des enjeux immenses. On vous propose un pôle public de l'énergie, des enjeux de sécurisation dans l'état actuel de l'énergie nucléaire, de réponse aux besoins, des enjeux pour faire progresser la part des énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui, on a un développement totalement anarchique des énergies renouvelables sous pression du privé, et qui ne permet pas la réponse aux besoins, avec en plus, du point de vue écologique, si c'est objectif, beaucoup d'externalités négatives, c'est-à-dire qu'on utilise les produits finis du renouvelable en France, mais qu'on produise des panneaux photovoltaïques à l'autre bout de la planète, c'est pas quelque chose qu'on prend en compte dans la politique actuelle, dans le développement des énergies renouvelables. Donc il y a un vrai enjeu de maîtrise publique de ce secteur-là. Donc je disais l'énergie, l'automobile propre par exemple, les transports urbains et ferroviaires, évidemment je l'ai mentionné, la rénovation thermique des bâtiments, mais d'autres filières, l'aérospatiale, la navale, le numérique, on pourrait en citer plein, l'économie circulaire et des matières recyclées. On voit tout ça, c'est des domaines aujourd'hui stratégiques par rapport aux défis qui sont posés à notre économie, aux besoins des Français, qu'on ne pourra relever que par une maîtrise publique sous contrôle démocratique. Et donc évidemment, là aussi, on voit qu'on s'attaque frontalement, comme on le fait sur la question de la sécurité, de l'emploi, formation, à la conception de l'entreprise, à la question de la propriété, qui est aussi une caractéristique du projet communiste, caractéristique mise en avant dès Marx évidemment, puisque Marx disait même que dans le manifeste, quasiment tout le projet, toute la politique communiste pouvait se résumer à cette idée de suppression du droit de propriété privée des moyens de production. Donc voilà deux axes essentiels. Évidemment, ces axes, j'ai parlé de filières, d'industrie, c'est lié à un enjeu de développement des services publics. Donc, il y a tout un pan de notre projet, et là je ne vais pas prendre secteur par secteur, mais qui vise à la fois la reconquête des services publics privatisés, le fait de conforter les services existants, l'éducation, la santé, très actuelle, transport également, j'en ai parlé, mais aussi la réponse à de nouveaux défis, comme celui de l'autonomie des personnes âgées, avec l'allongement de la durée de la vie. On voit bien que là, on est sur une question clé, il va y avoir une montée en puissance, on a des projections d'ici à 2050 qui montrent que le nombre de personnes dépendantes va concerner des millions de personnes dans le pays. Donc si on ne prend pas maintenant la question de la création de ce service public, de la formation des personnels de soins pour répondre à ces besoins-là, eh bien, on ira vers une crise majeure et une fragilisation de notre société de ce point de vue-là, avec des inégalités grandissantes. Et ce qui est, à mon avis, caractéristique de notre projet sur ces enjeux-là, qu'il s'agisse des groupes industriels ou des services publics, c'est le nouveau modèle de gestion qu'on veut mettre en place. Et ce modèle de gestion, il repose en fait sur deux grands principes. Le premier, c'est des coopérations usagers personnels, fondées sur des nouveaux pouvoirs d'intervention des usagers et des personnels. On pense, je citais tout à l'heure la question des transports, par exemple les comités de ligne. Il y aurait besoin là de penser la réponse aux besoins à partir de ces comités, donc à partir de liens entre les personnels et les usagers et des problèmes concrets qui se posent au quotidien. Et deuxième grand principe de ces nouveaux modèles de gestion, c'est qu'ils soient fondés évidemment plus sur la rentabilité financière comme dans la logique capitaliste, mais sur des critères sociaux, donc d'efficacité sociale et d'exigence environnementale. Donc voilà pour le premier point. Alors évidemment, je n'ai pas développé surtout sur les services publics, mais on voit qu'à travers cette question du dépassement du marché du travail, du salariat et de la construction d'un nouveau modèle de développement social et écologique, on s'attaque à des questions clés, la question de la propriété, la question de la gestion, la question de la sécurisation, et j'y reviendrai dans les défis à relever sur la sécurisation de l'emploi et la formation, c'est un des grands défis aujourd'hui au vu de la dynamique du capitalisme mondialisé et financiarisé. Donc ça, c'est vraiment un axe majeur de notre projet. Deuxième axe, c'est un axe qui concerne les pouvoirs. Le cœur de notre projet,
pense qu'on pourrait résumer sur cette question en une phrase, c'est que le pouvoir politique et économique doit être le pouvoir du peuple entier. Et évidemment, cette question-là, elle est à la fois, ça paraît une évidence, dit comme ça dans une perspective communiste, mais on voit qu'en pratique, c'est une question très difficile à régler. D'ailleurs, sans revenir sur toute l'histoire du mouvement ouvrier, il est évident que ce soit à travers des expériences comme celle de la Commune, mais a fortiori à travers l'expérience de la Révolution de 1917 et de ses suites et de la construction de l'Union soviétique, dont on parlait ce matin, la question par exemple du dépérissement de l'État est une question clé. Donc, qui n'a pas été résolue, sinon elle ne serait pas écroulée au sein de l'Union soviétique, et qu'on va chercher à résoudre dans notre projet communiste aujourd'hui. Alors je disais, le pouvoir politique et économique doit être celui du peuple entier. En fait, quel est le constat, et je pense qu'on peut faire partager largement, et que nos concitoyens partagent, c'est que le pouvoir aujourd'hui, finalement, il est confisqué par très peu de gens. Par le président dans la République, et on voit, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la population, que quinquennat après quinquennat, on est face à des promesses trahies, que ce soit Sarkozy qui disait qu'il allait revaloriser le travail, Hollande qui allait s'attaquer à la finance, aujourd'hui Emmanuel Macron, où tout repose sur le pouvoir d'un homme et d'un exécutif qui le contrôle, donc confisqué par le président dans la République et confisqué par le patronat et les actionnaires dans l'entreprise. Finalement, aujourd'hui, le constat, c'est celui-là. Et le résultat, on le connaît, c'est en permanence le fait de sacrifier les intérêts du pays, de la population française, de l'immense majorité de la population, et les intérêts de la planète aux intérêts privés et financiers de ces acteurs. Donc pour nous, le pouvoir, il doit être partagé par tous les citoyens dans la République et par tous les travailleurs dans l'entreprise. Et ça demande d'engager des ruptures avec l'organisation actuelle et la pratique du pouvoir. Je voudrais citer 3 ruptures qui me paraissent fondamentales. D'abord, je le disais, puisque c'est le constat, une rupture avec le présidentialisme. Alors ça peut passer par plein de mesures concrètes. Déjà, avant même de faire une nouvelle constitution et de reposer totalement les bases du pouvoir politique, on pourrait supprimer le domaine réservé du président de la République, c'est-à-dire les pouvoirs exécutifs qu'il exerce et la présidence du Conseil des ministres. On pourrait dissocier les élections législatives et présidentielles, parce qu'on voit, c'est un des effets notamment du fait de lier et de l'inversion du calendrier électoral, à quel point, du coup, l'élection du Parlement se fait entièrement sous domination de la politique de l'exécutif. Suppression de toutes les dispositions qui restreignent aujourd'hui le pouvoir du Parlement, les dispositions en matière financière, c'est dans l'article 40 notamment de la loi organique relative aux lois de finances, tous les votes bloqués qu'on a eu de cesse de dénoncer, les fameux articles 44 et 49.3, les ordonnances, dont on voit qu'Emmanuel Macron ne se prive pas de les utiliser. Et d'ailleurs, je veux dire un mot là sur les pouvoirs du Parlement. On va engager une grande bataille publique sur la réforme constitutionnelle que prévoit Emmanuel Macron, parce qu'il vise à diminuer encore considérablement les pouvoirs du Parlement, jusqu'à supprimer par exemple les navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, jusqu'à limiter le droit d'amendement par une proposition totalement ahurissante qui serait que le droit d'amendement serait proportionnel au poids du groupe, ce qui est d'ailleurs à mon avis ce qu'il va être obligé d'abandonner. Enfin, il y a une bataille politique à mener, mais c'est à mon avis contraire à la Constitution, à notre Constitution. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui se renforce de plus en plus de ce point de vue-là, et donc il y a besoin de rompre avec toutes ces dispositions qui favorisent le présidentialisme. Mais plus fondamentalement, si on veut améliorer la démocratie représentative, on doit aller en place d'un statut de l'élu pour permettre à chaque salarié d'exercer le pouvoir représentatif.
Parce que le plus grand scandale aujourd'hui de notre démocratie représentative, c'est qu'elle empêche toute une part des salariés et des catégories sociales d'accéder à la représentation nationale. Pas reciter les chiffres, mais combien d'ouvriers, de petits employés, etc., sont aujourd'hui parlementaires? Et s'ils ne le sont pas, c'est pour une bonne raison, c'est que trouver du travail quand on a cessé le travail pendant plusieurs années dans des métiers comme ceux dont on parle, des métiers ouvriers, des métiers employés, etc., c'est quand même très difficile. Donc, viser dans ce cas-là le fait de se présenter à une élection, c'est évidemment un frein considérable. Donc, mise en place d'un statut de l'élu. Mais aussi, nouveau pouvoir. Parce que, à la fois, il ne faut pas tomber dans la démarche populiste qui vise à dire qu'il faudrait totalement éliminer la représentation politique, parce que ça a quand même, ça a été historiquement un des facteurs décisifs de la démocratie. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a besoin aussi d'une démocratie directe. Ça veut dire que sur des questions clés, comme même d'ailleurs ce qui relève du Parlement, l'initiative législative, il faudrait qu'une part de l'initiative législative puisse plus facilement venir aux citoyens, qui puissent plus facilement être inclus dans l'élaboration des lois et eux-mêmes proposer des lois. Initiative référendaire, droit pétitionnaire, tout ça, c'est des outils qu'il faudrait promouvoir. Et dernier aspect sur les enjeux de démocratisation de la République, c'est évidemment une nouvelle organisation territoriale de la République, en revalorisant le rôle de la commune, aussi d'autres niveaux, hein, comme le département, parce qu'on voit que la commune aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de la vie démocratique du pays. Le département, c'est en partie le cœur de l'égalité républicaine, hein, avec beaucoup de dispositions de compétences sociales, etc. Et là aussi, l'offensive de la classe capitaliste, de Macron, en l'occurrence, en ce moment au pouvoir dans le pays, est gravissime de ce point de vue-là. Donc nous, il faut qu'on inverse totalement à l'opposition des niveaux technocratiques qu'il est en train de concevoir, et qu'on arrive à démocratiser en permanence les institutions à tous les niveaux et à les coordonner. Voilà sur les enjeux des pouvoirs citoyens. C'est la première rupture avec le présidentialisme pour revaloriser les pouvoirs citoyens. Deuxième grande rupture, ça concerne évidemment la question de l'entreprise. Rupture avec la toute-puissance des actionnaires par l'instauration de nouveaux pouvoirs d'intervention. Alors, nouveau pouvoir d'intervention des travailleurs sur l'organisation comme sur les choix de gestion des entreprises. Il y a par exemple, je ne vais pas citer toutes nos propositions, mais une qui me semble intéressante, droit de veto, le fait d'avoir un droit de veto suspensif des élus du personnel en cas de fermeture ou de délocalisation et l'obligation d'examiner les propositions des salariés, le fait d'avoir un droit de reprise de l'activité par les salariés en coopérative, avec des institutions financières qui peuvent interpeller pour ça. C'est pour ça que c'est important tout ce qu'on développe, et je vais venir après sur les institutions financières, je parlais des fonds régionaux ou nationaux tout à l'heure. Il n'y a pas de, ça c'est un élément clé, il n'y a pas de pouvoir nouveau possible des travailleurs sans financement de ces pouvoirs-là. Donc il y a une articulation qui est au cœur de notre projet sur ces questions clés. Et tout ça, ça vise à définir aussi un nouveau statut juridique de l'entreprise, un tout autre statut qui conteste la propriété et les pouvoirs de gestion aux actionnaires. Enfin, une troisième rupture que je veux citer, et je la cite là parce que je trouve que c'est intéressant de la citer, elle n'est pas forcément mise comme ça dans notre projet, mais c'est aussi la rupture avec un pouvoir qui discrimine. Que ce soit sur des questions de genre, des questions de lieu d'habitation, de rapport à l'emploi, de lieu de naissance, évidemment de couleur de peau, d'orientation sexuelle, nous devons affirmer que nous sommes la société française, nous produisons ses richesses à égalité, nous construisons sa culture, et donc nous voulons être égaux en droit. Que nos vies soient également dignes, que notre travail soit également reconnu,
que le droit de chacun d'entre nous à la pensée, à la création soit garanti. Et je crois que vraiment, sur cette question du pouvoir, si on arrivait à avancer sur des mesures clés, sur ces 3 ruptures, on basculerait déjà dans un tout autre type de société. Donc c'est vraiment là aussi un axe majeur du projet communiste. On va prendre un petit coup d'eau avant le 3e axe. Alors, le 3e axe, c'est évidemment la question de l'utilisation de l'argent. C'est le fait de prendre le pouvoir sur l'argent des banques, l'argent des entreprises, et évidemment de partager les richesses. Donc, je vais essayer de traiter ces 2 questions, prise du pouvoir sur l'argent des banques des entreprises, partage des richesses avec les mesures clés qu'on a dans le projet. L'objectif, c'est, en termes d'utilisation de l'argent dans le projet communiste, c'est vraiment réorienter l'argent au service de l'humain et de la planète. Les banques sont évidemment aujourd'hui au cœur de la question, de plus en plus à tous les niveaux d'ailleurs, avec la question européenne, et donc y compris il faut poser la question des missions de la Banque Centrale Européenne, mais déjà la proposition qu'on met en avant, c'est celle de la création d'un pôle public bancaire en France, en partie sur des institutions existantes, Caisse des dépôts et consignations, la Banque publique d'investissement qui avait été créée, Banque postale, Banque mutualiste aussi. Mais évidemment, ça ne suffira pas. On voit face aux grands acteurs bancaires privés, on a besoin que dans une maîtrise publique bancaire, il y ait la nationalisation des plus grandes banques privées. En France, c'est BNP Paribas et la Société Générale. Donc on propose ces 2 nationalisations dans notre projet. Et le but de ce pôle public bancaire, avec ces banques nationalisées, ce serait de peser sur l'orientation du crédit et de l'épargne dans l'ensemble du système financier. Aujourd'hui, c'est totalement détourné pour des objectifs spéculatifs, pour le profit des actionnaires et du patronat. Là, le but, c'est de l'orienter vers les besoins sociaux et écologiques. Et c'est pour ça que c'est lié à l'ensemble de notre projet, parce que cette nouvelle institution, elle va tirer sa cohérence de ce qu'on propose, par exemple, sur la sécurité emploi-formation, pour que les travailleurs qui prennent le pouvoir dans l'entreprise puissent interpeller directement ce pôle public bancaire pour financer leurs objectifs de production. Ça, concernant les entreprises, le cœur de nos propositions, c'est aussi la fin des exonérations de cotisations sociales patronales. J'en parlais sur le financement de la sécurité sociale, la modulation de ces cotisations, une réforme de l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, il y a une dérive de baisse de l'impôt sur les sociétés pour le rendre beaucoup plus progressif et plus important, et aussi en élargissant son assiette, parce qu'aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés, il n'est pas soumis à l'ensemble des revenus d'activités comme financiers. Donc, il y a un enjeu de ce point de vue-là. Si on veut combattre la spéculation financière, il faut aller toucher évidemment les revenus financiers. Donc, réorientation de l'argent, prise du pouvoir sur les banques, sur les entreprises, sur l'argent des banques. Et deuxième aspect, évidemment, partager les richesses. Alors, pour ça, il y a 3 leviers. La lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, qui est quand même un sujet immense aujourd'hui. On parle de plusieurs dizaines de milliards, on dit entre 60 et 80 milliards en France, 1000 milliards à l'échelle européenne, avec une dérive croissante. La question d'une réforme de l'impôt sur le revenu, parce qu'on voit que petit à petit, sous la pression de l'idéologie dominante, pression de la droite, évidemment, pression des sociolibéraux, il y a une diminution du rôle de l'impôt sur le revenu, un affaiblissement considérable de ses recettes. Donc là, ce qu'on propose, l'objectif de la réforme sur le revenu, c'est d'aller toucher les hauts revenus, les revenus du capital, c'est de le rendre plus progressif. On a fixé un seuil, c'est à partir de 40 000 euros de revenus imposables, on pense que ça devrait être plus progressif. Et
évidemment, pour faire le lien avec les cotisations, on pense que, contrairement à certains projets qui sont avancés, y compris à gauche d'ailleurs, on est contre la fusion de cet impôt sur le revenu avec la CSG. On est d'ailleurs pour la suppression de la CSG qui devrait être supprimée en fait au fur et à mesure de la réforme qu'on vise pour le financement de la sécurité sociale et de la montée en puissance des cotisations. Nous visons évidemment une revalorisation des salaires, des qualifications, des retraites également. Ça commence notre projet par une augmentation immédiate de 23% pour le SMIC qui serait fixé à 1 800 € brut, 1 700 € net à la fin d'un quinquennat. Et une augmentation en conséquence des salaires, évidemment, parce que si vous augmentez le SMIC, il y a et vous ne touchez pas aux autres salaires, il y a tout un tas d'autres salaires qu'il faut revaloriser. Ça pourrait se faire notamment en augmentant les premiers niveaux des grilles de classification des différentes branches dans le privé comme dans le public. Et toujours sur la question du salaire, c'est encore une question d'actualité, on propose évidemment le dégel du point d'indice, qui est un des points dans la mobilisation actuelle et depuis longtemps de la fonction publique. Voilà 3 axes qui me paraissent majeurs dans le projet communiste. Ensuite, il y a des enjeux qui sont tout aussi importants et transversaux. Et je voudrais en citer 2 particulièrement qui me paraissent faire aussi l'originalité de notre projet. Le premier, c'est l'enjeu des droits des femmes et du féminisme. Le combat féministe est central dans le projet communiste. On le voit parce que l'égalité et le progrès pour toutes et tous comme nécessité et garantie d'émancipation sociale se posent à la fois en termes sociaux d'ailleurs et en termes économiques, et on voit que c'est une urgence. Les femmes restent les premières exploitées de ces 2 systèmes qui se nourrissent l'un l'autre, patriarcat et capitalisme, et qui continuent de les inférioriser dans tous les domaines. La caractéristique de notre projet, c'est que notre féminisme n'est pas un féminisme parallèle à la lutte des classes. On n'établit pas de hiérarchie entre l'enjeu de la lutte des classes et l'enjeu du féminisme. Et on essaye de penser simultanément les oppressions patriarcales et les oppressions capitalistes pour voir comment on peut les surmonter. Je crois qu'on doit plus mesurer encore qu'on ne le fait aujourd'hui à quel point c'est un enjeu décisif pour le XXIe siècle, à quel point c'est un défi à relever. D'ailleurs, on sent quand même qu'il y a un mouvement très profond dans la société, qui a eu une traduction récente. La Women's March aux États-Unis après l'élection de Donald Trump, puis tout le mouvement de libération de la parole des femmes, un mouvement mondial, parce qu'on ne regarde pas suffisamment ce qui se passe dans les autres pays, dans beaucoup de pays, que ce soit en Inde, en Amérique latine, etc. Il y a des luttes très puissantes, des luttes féministes aujourd'hui très puissantes, qui sont concomitantes à ce mouvement-là qui s'est développé ces derniers mois, ces dernières années. Donc, je le disais, mouvement de libération de la parole des femmes dans le prolongement de l'affaire Weinstein. Il y a un enjeu, à mon avis, à ce que notre parti soit à la hauteur de ce mouvement, travaille sa politisation pour en faire un puissant levier pour de nouvelles avancées en matière d'égalité femmes-hommes. Parce que pour l'instant, il y a eu ce mouvement de libération, mais on voit qu'en termes de traduction aujourd'hui, en termes d'avancée dans la législation des différents pays, que ce soit aux États-Unis ou en France, si on prend la seule question des violences faites aux femmes, et même de manière encore plus restreinte des violences sur le lieu de travail, on est très très loin aujourd'hui des mesures qu'il faudrait mettre en œuvre et de l'ambition qu'il faudrait mettre en œuvre. Les féministes prennent souvent un parallèle qui me paraît étonnant sur le type de campagne qu'il faudrait avoir, mais que je trouve intéressant. Ils disent, mais on a mené en France des années des campagnes nationales sur la sécurité routière, sur le tri des déchets, etc. Pourquoi sur la question féministe, qui est quand même une question majeure, la question de l'égalité homme-femme, on n'a pas des campagnes publiques d'État nationales à la hauteur de la sensibilisation à cette question-là et des mesures à prendre pour l'égalité. Donc ça devrait être une revendication évidemment à porter.
si on prend la simple question de l'égalité professionnelle, plus particulièrement celle des salaires, on sait que le salaire des femmes, aujourd'hui, est toujours, en France, en moyenne de 28% inférieur à celui des hommes. Donc, on mesure ce que voudrait dire l'égalité de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas seulement un enjeu, évidemment, pour les femmes dans le projet communiste, c'est un enjeu pour toute la société. Parce que si on prend une question comme la question des retraites, et qu'on la lie à la question du salaire, si on réalise l'égalité femmes-hommes, on avait fait des projections sur ce que ça voulait dire en termes de surplus de cotisation sociale, même une fois qu'on a déduit, donc si on fait le surplus des cotisations sociales moins ce qu'on va payer comme pension supplémentaire aux femmes, puisqu'elles auront un meilleur salaire, elles auront naturellement une meilleure pension, le gain reste considérable. C'est plusieurs milliards d'euros, 5 milliards d'euros, 11 milliards d'euros au début, et les projections qu'on avait fait en 2050, ça baissait à 5 milliards d'euros, puisque évidemment, après on paye de mieux en mieux les retraites des femmes, donc il y a une diminution de l'efficacité du gain de la mesure, mais c'est considérable et ça permettrait de financer le droit à la retraite toutes et tous. Et au-delà de l'égalité professionnelle, les champs aujourd'hui du féminisme sont très larges et très, très divers. Je l'ai dit, enjeu de lutte contre les violences, je rappelle, ça n'est à mon avis très insuffisamment cité aujourd'hui, que les violences en Europe, pour les femmes de 19 à 44 ans, c'est la première cause de mortalité aujourd'hui des femmes de 19 à 44 ans en Europe. Donc on est face à un fait social très important. Violence faite aux femmes, droit à disposer de son corps. Là, je vous renvoie à toutes les régressions ces dernières années, on l'a vu dans un certain nombre de pays européens, sur des questions comme l'IVG. Éducation à l'égalité, à tous les moments de la formation initiale, dès la petite enfance jusqu'à l'université. On sait qu'aujourd'hui, dans les programmes scolaires, on ne peut pas dire que ce soit la priorité. Et autre enjeu décisif, c'est le partage des pouvoirs. Où là aussi, que ce soit de la nature des modes de scrutin, de la pratique du pouvoir politique, on fait tout un tas de propositions dans le projet communiste pour arriver réellement à un partage des pouvoirs entre femmes et hommes. Donc voilà, autre enjeu qui me paraît transversal et décisif dans le projet communiste, qui concerne la moitié et toute l'humanité, parce que, je le disais, tirer les droits des femmes vers le haut, aller vers l'égalité femmes-hommes, c'est faire progresser toute l'humanité. On voit qu'on est sur une question centrale et qui va être, à mon avis, une des questions clés au vu des avancées obtenues et des dangers des régressions actuelles des décennies à venir. Deuxième marqueur du projet communiste que je voulais citer au-delà des trois axes de cohérence, c'est la question de l'internationalisme. L'internationalisme qu'on promeut, il est basé sur une politique de paix, une politique de solidarité et un tout autre type de coopération au niveau mondial, notamment des coopérations basées sur de nouvelles règles sociales et environnementales. Alors sur les enjeux de paix, on voit que de plus en plus de femmes et d'hommes sont obligés de quitter leur pays pour fuir la guerre, voire les désastres écologiques, tous provoqués par la mise en concurrence généralisée. On a donc besoin à la fois d'une nouvelle politique de paix, ça veut dire une réforme et une montée en puissance de l'ONU, ça veut dire sortir de l'OTAN, pas revenir sur tous les points, mais il y aurait beaucoup de transformations institutionnelles de ce point de vue-là, et une nouvelle politique migratoire. On a tout un chapitre du projet qu'on a publié en 2007, là, La France en commun, qui est consacré à la politique migratoire, à l'accueil digne des migrants, à la fois au règlement à abroger, aux capacités sur lesquelles on peut s'appuyer au plan national. Et donc, ça, c'est deux aspects importants. Et je le disais, autre type de coopération fondée sur des règles sociales et environnementales qui permettent de promouvoir le meilleur des différents modèles, législations dans la mondialisation.
C'est pour ça, par exemple, que sur la question, je ne vais pas développer sur tous les enjeux européens, même si ça vaudrait le coup, parce qu'on a bientôt des élections européennes, mais c'est pour ça, par exemple, dans nos propositions, qu'on propose l'organisation d'un sommet social européen qui viserait à débattre des moyens de la convergence sociale par le haut à l'échelle de l'Europe, évidemment sur les salaires, sur les conditions de travail, qui visera à débattre aussi de la mise en place de ce qu'on a appelé des visas sociaux et environnementaux pour protéger de comportements d'entreprises qui n'ont aucune responsabilité de ce point de vue-là, des questions sociales et environnementales, et qui permettraient de travailler cette convergence et ces coopérations en Europe et dans le monde. Donc, voilà pour ma première partie qui visait à vous présenter à travers une cohérence et des enjeux transversaux qu'est le projet, l'état actuel de la réflexion sur le projet communiste. Je veux dire un mot là-dessus, c'est que cette réflexion, et je vais venir sur les défis à relever, elle est permanente, continue. On a des commissions de travail aujourd'hui du Conseil national, auxquelles d'ailleurs peut-être certains d'entre vous sont associés, parce qu'il faut rappeler qu'elles sont ouvertes, il faut qu'elles soient investies, qui travaillent en permanence ce projet. Et je pense que c'est important de pousser ce travail au maximum dans le cadre de la préparation de notre congrès, et de faire que chaque adhérent puisse s'en saisir aussi et se sentir coproducteur du projet politique du parti. Donc c'est à mon avis un des enjeux aussi de notre échange pour voir les points qu'il y a à améliorer et comment on peut l'enrichir. Alors j'en viens aux défis qu'on a à relever. D'abord, pour les situer, je pense que la première constatation à faire aujourd'hui, dans le cadre du capitalisme mondialisé et financiarisé, c'est que précisément le post-capitalisme est à l'ordre du jour. On voit que le célèbre There is no alternative, ou encore le concept de fin de l'histoire de Fukuyama, qui affirmait qu'il n'y a aucune alternative au libéralisme et en définitive au capitalisme, a tenté de s'imposer ces dernières décennies. D'ailleurs, en partie imposé évidemment dans les têtes. Mais pourtant, et je pense qu'on peut en faire partager largement le constat là aussi, 30 ans après, c'est totalement le contraire qui est en train de se produire. Parce que la fin de l'histoire sur le plan économique, quand on voit la crise mondiale de 2007-2008, qui a montré l'extrême fragilité de la nouvelle phase de la mondialisation capitaliste, on voit qu'on en est loin. Sur le plan démocratique, on pourrait aussi faire le même constat. D'ailleurs, et bien au-delà des communistes, aujourd'hui, le monde entier parle des nouveaux risques de guerre, notamment d'ailleurs à cause de la politique des États-Unis, mais pas que. Mais il y a eu tout un débat récent là-dessus autour de la politique de Trump, qui est effectivement catastrophique en la matière. Il faut voir l'augmentation des dépenses, des dépenses militaires de ce point de vue-là. Sur le plan démocratique, les dangers sont graves parce qu'on voit qu'on a une montée en puissance de logique autoritaire, on le voit en Europe, et au-delà, de populisme d'extrême droite qui porte évidemment, c'est le cas dans beaucoup de pays européens où ils sont de plus en plus au pouvoir, on peut prendre la Hongrie, l'Autriche, qui portent atteinte aux droits et aux libertés. Donc si le libéralisme avait naturellement été un compagnon naturel de la démocratie, cette évolution ne serait pas constatée. Et autre contradiction majeure de ces concepts, c'est que, je le disais là avec les dépenses des États-Unis, sur les dépenses d'armement militaire, mais on voit sur le plan de la paix, on a un développement des logiques guerrières, des logiques de puissance et du terrorisme. Donc on voit bien que ces théories de Thatcher ou de Fukuyama ont du plomb dans l'aile, qu'il est assez facile de faire mesurer à nos concitoyens qu'elles ont beaucoup de plomb dans l'aile. Mais évidemment, ça ne résout pas la difficulté parce que toutes les forces de transformation sociale, soit en France, en Europe ou dans le monde, peinent aujourd'hui à proposer une alternative crédible.
Et c'est cette difficulté-là qui permet aujourd'hui aux capitalistes de faire perdurer leur domination. Alors ça nous invite, je crois, dans le prolongement de la pensée de Marx et de l'histoire du mouvement ouvrier, à réfléchir aux contradictions actuelles du capitalisme que nous pouvons exploiter. Et donc moi je pense qu'un des enjeux aussi de ce congrès, c'est d'être capable de mieux identifier les contradictions actuellement à l'œuvre, qui peuvent déboucher sur le meilleur ou sur le pire, selon tout simplement la force politique qu'on est capable de construire autour de ces enjeux. La première contradiction qui me paraît centrale, et qui est aussi très visible, c'est que la concentration aujourd'hui à l'extrême du capital, elle permet de moins en moins l'intégration de nouveaux propriétaires, et elle va donc nécessiter un renforcement des logiques autoritaires, des logiques difficilement tenables à long terme. Alors là, on ne compte plus les rapports à l'échelle mondiale. Vous avez tous sûrement entendu les chiffres d'Oxfam sur 8 individus qui possèdent autant que 3,5 milliards d'êtres humains. Mais si on prend le cas de la France, en France, c'est 10% de la population française qui possède 25% des revenus et 50% du patrimoine. C'est quand même des inégalités considérables. Et devant cette concentration de richesse, ces inégalités sont vraiment inédites dans l'histoire de l'humanité. On voit quand même que l'indignation, elle grandit, mais grandit aussi les dérives d'une oligarchie qui veut tous les pouvoirs. J'ai lu récemment, dans je ne sais plus quel journal, que le mania des fusions-acquisitions qui s'appelle Tom Perkins allait jusqu'à exiger un droit de vote optimisant les suffrages des riches par rapport au reste de la population. Le retour au bon vieux suffrage censitaire. Donc on voit que ça ne s'interdise rien. Mais ce qui me paraît fondamental avec cette contradiction du capitalisme qu'on peut pointer, c'est que les enjeux de la lutte des classes, les enjeux de l'égalité, les enjeux de la démocratie par rapport à cette concentration des richesses, c'est des enjeux qu'on peut remettre sur le devant de la scène. Donc ça c'est une première contradiction importante. Deuxième contradiction, elle concerne le travail. Alors j'en ai parlé rapidement de la révolution informationnelle avec notre projet de sécurité emploi-formation, mais quel est le phénomène? On voit qu'aujourd'hui l'utilisation capitaliste de la révolution informationnelle, et on va le voir de plus en plus dans les décennies à venir, des avancées de l'intelligence artificielle, ne permet pas de valoriser la force de travail. On a un chômage qui concerne un nombre croissant d'individus, jusqu'aux plus qualifiés, et donc les questions de l'utilisation des gains de productivité, les questions des salaires, les questions de la place du travail dans la société, de la formation, je le disais tout à l'heure, des métiers de plus en plus qualifiés. C'est là aussi des questions qui peuvent être posées en grand pour porter cette ambition de dépassement du marché du travail et du salariat pour une autre civilisation, une civilisation du travail émancipée du dogme du capital et aussi du temps libéré du travail, tel qu'on pourrait le penser même. Troisième contradiction fondamentale, c'est la contradiction entre croissance capitaliste et survie de la planète, qui est une contradiction, et c'est pour ça qu'il y a une montée en puissance aussi des enjeux écologiques, qui est une contradiction très puissante parce qu'elle peut nous permettre de remettre en cause, au nom même de l'intérêt général du genre humain, sans planète, il n'y a pas d'humanité, elle peut nous permettre de remettre en cause le dogme de la rentabilité comme seul critère de production. Et on voit donc, avec notre projet, à partir de là, ça nous invite à introduire d'autres critères. Je disais les critères écologiques, les critères sociaux. Donc on a là aussi une porte d'entrée avec cette contradiction pour développer notre projet communiste. Mais je crois que sur ces trois enjeux, notre projet y répond en partie. Mais il faut qu'on pousse la réflexion parce que c'est des contradictions qui vont profondément travailler le capitalisme et le transformer dans les décennies à venir. Donc il faut qu'on soit capable de hisser notre projet à la hauteur de ces contradictions-là. Enfin, pour terminer, je voudrais venir sur deux enjeux à approfondir, mais il y en a un, je vais être assez court parce que vous l'avez abordé ce matin, c'est la question de la place de l'État et des pouvoirs citoyens des travailleurs dans la visée communiste. Mais avant celui-là, je voudrais venir sur l'enjeu de la lutte des classes.
et en particulier l'enjeu de la classe sociale à laquelle on s'adresse. Parce que les transformations du monde du travail et la transformation des classes sociales, je pense que c'est une question clé, une question qu'on n'a pas suffisamment analysée ces dernières décennies. Depuis une trentaine d'années, qu'est-ce qu'on constate? On a une baisse du nombre d'ouvriers, une fragmentation de la classe ouvrière. Ces deux phénomènes ont affaibli la conscience de classe. Et simultanément, on a une montée en puissance d'autres catégories sociales, vous voyez, professions intermédiaires et professions supérieures. C'est une évolution qui est connue. Je disais diminution en poids de la classe ouvrière. Il faut quand même mesurer qu'on est passé, je crois qu'au plus fort, en 1975, la classe ouvrière représente un salarié sur 3, enfin un tiers de la population active. Et aujourd'hui, on est à 1 sur 5. Mais 1 sur 5, ça reste beaucoup. 20% d'ouvriers, ça fait beaucoup. Alors, c'est plus tous des ouvriers de l'industrie, mais ça fait beaucoup d'ouvriers dans le pays. Quand même. Et par rapport à cette évolution des classes sociales, le PCF a, à juste titre, je crois, considéré que la classe ouvrière, telle qu'on l'entend au sens historique, ne pouvait plus être l'agent révolutionnaire unique. Mais, simultanément, nous n'avons pas réussi à penser, à partir de la montée en puissance des autres catégories, etc., comment on pensait aujourd'hui la classe sociale à laquelle on voulait s'adresser. Et surtout, comment on travaillait l'unité sociale et sa conscience de classe. La réalité de la société française aujourd'hui, elle est très différente d'il y a 50 ans, plus avant, mais c'est principalement le salariat. Le salariat aujourd'hui, c'est 88% de la population active. Et si on essaye de dresser un tableau un peu sociologique, il faut toujours faire attention aux catégories sociologiques, mais je vais le faire quand même pour avoir au moins le paysage, on a ce qu'on appelle le salariat subalterne, qu'occupent des emplois de bas statut dans les usines, les bureaux, les magasins ou les domiciles des particuliers, qui est confronté, que ce soit ouvriers, employés, parce que ce salariat subalterne est composé de tous les ouvriers et de tous les employés. Les ouvriers, c'est 20-21% de la population active, les employés, c'est 27%. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le couple qui est statistiquement majoritaire dans la société française, c'est un couple d'un ouvrier, généralement il y a 20% d'ouvrières dans les ouvriers, mais généralement c'est un ouvrier et d'une employée. Et donc, ce salariat subalterne, c'est quand même 14 millions, on parle de 14 millions de personnes, est confronté au même phénomène. Chômage de masse, précarisation multiforme, avec des passerelles aussi, je parlais de la question du féminisme entre les ouvrières et les employés qui sont confrontés au temps partiel, à tout un tas de phénomènes convergents. Donc, il faut qu'on soit capable d'analyser pour voir les éléments qui permettent de créer la conscience de classe. Un salariat intermédiaire, c'est-à-dire les catégories intermédiaires, qui représentent en gros 24% de tout le salariat, c'est 7 millions de personnes, et disons en gros 15% de cadres et professions intellectuelles supérieures salariées, ça représente 4 millions de personnes. Alors je dis faisons attention parce que là, ce découpage sociologique mettrait lui-même débat, parce que derrière ces catégories, on a parfois des réalités assez différentes. Alors, par rapport à cette question des classes sociales, on a parfois utilisé le concept, et d'ailleurs on l'utilise dans notre dernier texte de congrès, de 99%. On dit, l'enjeu c'est d'unir les 99% contre les 1%. Alors, ce concept, il a un avantage, c'est qu'il remet sur le devant de la scène l'enjeu de la lutte des classes et qui montre qu'on est dans une dynamique d'accélération de la concentration des richesses. Mais il a quand même un sacré inconvénient, c'est que si on prend les 99% de ce point de vue-là de la population française, donc 99% ce seraient les gens qui touchent moins de 88 000 euros de revenus annuels, c'est-à-dire qu'on aurait dans cette catégorie des 99% à la fois, pour prendre les deux extrêmes, l'allocataire des minima sociaux ou le SMICAR, et de l'autre côté, le cadre qui touche 80 000 euros annuels. Donc, évidemment, en termes d'intérêt et de conscience de classe et d'intérêt convergent, on voit qu'il y a
un travail d'unification qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que jamais le capitalisme ne tiendrait s'il n'était pas capable de s'appuyer au-delà des 1% sur toute une partie des catégories supérieures pour la rallier aux objectifs des patronats et des actionnaires, aux objectifs des 1%. Pas forcément de ces catégories moyennes ou supérieures et intérêt au système capitaliste, mais en tout cas, il y a une opération pour les rallier. Et de ce point de vue-là, Macron est très fort parce que